Salut à tous, bienvenue sur Catch and Shoot, la chaîne NBA présentée par un passionné pour les passionnés. Et aujourd'hui, on s'attaque aux previews. Et non, ce ne sera pas les 30 previews en 30 jours de nos chers amis de Trash Talk, mais deux vidéos bien distinctes, une sur la conférence Est et une sur la conférence Ouest. Et on va commencer avec la conférence Est dans cette première vidéo où je vais vous présenter mon classement final à venir en prono pour cette saison 2021-2022. Alors bien évidemment, je me suis basé sur les résultats de la saison dernière, les moves de cet été. Et après, évidemment, il y a un peu de pif et de ressenti, on va dire, personnel pour établir le classement qui est le mien. Mais je ne vais pas donner un nombre définitif de victoires pour chaque équipe, je vais juste donner un range de 4 victoires. C'est-à-dire, par exemple, une telle équipe va gagner entre 20 et 24 matchs cette saison. Sachant qu'évidemment, je n'ai pas la science infuse, on peut totalement se tromper et vous pouvez être en désaccord sur une ou plusieurs équipes, voire l'entièreté de mon classement, et c'est tout à fait normal. Je vous laisse en débattre avec amour dans les commentaires, bien évidemment. Et on va commencer tout de suite par la dernière place, c'est 15e à l'Est pour moi, les Detroit Pistons, que je pronostique entre 18 et 22 victoires. Ils viennent de récupérer Kate Cunningham en first pick, il y a eu quelques moves intéressants, mais je trouve que c'est assez court pour prétendre à plus. Alors évidemment, vous verrez qu'avec les équipes du dessus, ça va se jouer à 1, 2, 3 victoires grand maximum. Donc évidemment, entre la 15e et la 13e place, ça peut évidemment s'interchanger, mais je pense qu'ils vont terminer bon dernier. Ils viennent de récupérer un talent générationnel avec Kate Cunningham, le joueur le plus expérimenté, c'est-à-dire celui qui a le plus d'ancienneté dans cette franchise, ça reste Killian Hayes et c'est assez short. Il va falloir qu'ils se trouvent, ils ont Dwayne Casey au coaching, il est bon pour former les joueurs, après il faudra voir par la suite. Je pense qu'ils n'ont rien joué cette année, pourquoi pas essayer de développer les jeunes, les faire jouer au taquet, voir ce que ça va donner, quitte à récupérer l'autre épi tout simplement, un top 1, top 2, top 3, voire un top 5 de draft pour pouvoir reconstruire encore. Si tu fais une top 1, tu peux récupérer Chet Holmgren et avoir une espèce d'axe Killian Hayes, Kate Cunningham et Chet Holmgren pour la suite. Donc je pense qu'ils vont finir bon dernier de la conférence Est pour ma part. 14e de la conférence Est, l'équipe de Bibi est là, le Orlando Magic, qui, à la différence de nos amis de Trash Talk, je ne les ai pas mis derniers. Vous pouvez voir d'ailleurs ma réaction sur TikTok quant à leur classement. 15 victoires pour le Magic cette saison. Je sais, ça fait pas beaucoup. 14 victoires pour le Orlando Magic, qui je pense va me faire mentir, parce qu'ils ont Du coup, je ne l'aurais pas mis 15 ou 14 victoires comme ils l'ont pronostiqué, mais j'étais un peu plus généreux puisque je leur ai mis un range de 19 à 23 victoires pour ma part. Je pense personnellement, pour l'avoir dit avec certains gars avec qui je discute de la commune du Magic, je pense que ça va finir à 22 victoires cette saison. Pour être un peu plus précis, c'est la seule équipe quasiment où je vais mouiller en termes de victoires définitives. Je pense que ça va finir aux alentours des 21-22 victoires. Avant-dernier, on ne peut pas prétendre à plus. Il y a beaucoup de choses qui font que si tout se goupille bien, tu peux aller emmerder des gens. Je ne dis pas jouer le play-in, mais tu peux aller emmerder des gens qui sont dans la course au play-in, si tout se goupille bien, c'est-à-dire si Markel Fultz revient en bonne santé, si Isaac revient en bonne santé, si Wendell Carter Jr. et Bamba trouvent leur place et leur rôle, parce qu'on ne sait pas encore qui va être le pivot titulaire, si les deux vont jouer ensemble, etc. Si les joueurs qui ont eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière, type Cole Anthony, qui vont moins en avoir via l'arrivée de Jalen Suggs, vont se retrouver sur le banc, vont accepter leur rôle et trouver leur place. Peut-être que Jalen Suggs, c'est pas forcément le talent qu'on espère et qu'on attend dans la commu. Donc, il y a quand même beaucoup d'interrogations. On est évidemment une équipe des moins talentueuses sur le papier. On a Jalen Suggs qui est inconnu parce qu'il vient d'arriver, on sait de quoi il est capable en universitaire et sur la Summer League. À voir maintenant ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être très très court et très compliqué cette saison, sachant que la franchise a décidé de tout reconstruire et de tout péter l'été dernier. Enfin, cet été, mais surtout à la trade deadline précédente. Donc ça va être assez compliqué je pense, et viser mieux que la 14e place, ça risque d'être très compliqué. Même si bon, ça existe évidemment. À la 13e place à l'Est, nos amis des Toronto Raptors, que je pronostique avec un range entre 20 et 24 victoires. Saison dernière très compliquée pour Toronto, qui n'a d'ailleurs pas évolué à Toronto, mais du côté de Tampa Bay en Floride. Le retour au Canada devrait faire énormément de bien à la franchise, sachant que Kyle Lowry, ton leader et peut-être un de tes meilleurs joueurs all-time, si ce n'est le meilleur joueur all-time, il y aura débat sans doute, de ta franchise, est parti, certes pas contre eux, puisque tu récupères Precious Achiuwa et Goran Dragic notamment, que tu vas pouvoir aligner aux côtés des mecs déjà en place, à la personne de Fred VanVleet et Pascal Siakam, plus Gary Trent Jr. que tu as récupéré dans un trade précédemment. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est un peu cassé. Tu perds Lowry, c'est énorme. Il y avait une dynamique qui s'était créée. Tu as perdu quelques joueurs quand même au fur et à mesure des années. Et tu te retrouves aujourd'hui quand même avec des jeunes, certes champions avec de l'expérience. Siakam, c'est pas un mauvais joueur. VanVleet, on sait de quoi il est capable quand il prend des grosses crises. Par contre, j'ai un peu des doutes
vraiment sur cette saison parce que l'Est s'est vraiment densifié. Ça a été vraiment une galère d'ailleurs de faire les pronos à l'Est pour moi cette saison. Compliqué, j'ai du mal à les mettre plus haut. Alors évidemment, par contre, si Van Vliet, Siakam sont les leaders qui doivent être pour moi, et en plus derrière, tu arrives à bien développer Scottie Barnes que tu as récupéré à la draft, tu arrives à bien trouver un rôle pour Precious Achiuwa, Goran Dragic en sortie de banc, Gary Trent Jr. en dynamiteur à l'arrière, tu peux avoir une équipe qui peut jouer le play-in complètement tous les jours. Néanmoins, j'ai un peu des doutes, surtout par rapport aux autres écuries cette saison à l'Est. À la 12e place, nos amis des Cleveland Cavaliers, que je pronostique avec un range plus important, dans le sens où il y a un plus gros écart par rapport à Toronto, puisque je les vois gagner entre 28 et 32 matchs cette saison. Pourquoi un si grand écart par rapport à Toronto? Je pense que déjà Cleveland est un peu mieux armé, ça marque déjà, on va dire, l'écart qu'il peut avoir entre le fond de la conférence Est et les équipes pouvant jouer plus sérieusement le play-in, et je pense que Cleveland a la capacité de jouer plus sérieusement le play-in. Déjà, tu as une base à l'arrière avec le duo Sexland, à la personne de Darius Garland et Colin Sexton. Tu récupères Evan Mobley à la draft numéro 2 qui a longtemps été dans les rumeurs pour être numéro 1 de draft. Tu as un pivot solide, tu as Jarrett Allen toujours. Tu as récupéré Lauri Markkanen. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez intriguant dans cette équipe. Sexton, c'est un des meilleurs scoreurs d'NBA. Il a fait une très bonne saison l'an dernier, bon, même si les résultats n'étaient pas trop au rendez-vous en termes de classement. Mais je sais pas, cette année, j'ai envie d'y croire un peu plus. Une équipe toujours très excitante. Je pense qu'en termes d'attaque, ça va être n'importe quoi. En espérant qu'on sait que le duo Colin Sexton-Darius Garland, c'est un peu plus compliqué en défense, voire même très compliqué. En espérant qu'avec l'ajout de ce genre de gars, type Evan Mobley, Jarrett Allen, etc., alors pas Lauri Markkanen évidemment qui lui se pète tous les jours, mais c'est pareil. C'est comme Orlando, ce que je disais tout à l'heure, si tout va bien, que Lauri Markkanen, tous ces mecs-là, chacun trouve leur marque, etc., ça peut très bien se passer. Et je les vois bien casser les bonbons à beaucoup d'équipes pour aller titiller le play-in. C'est pour ça que je les classe à la 12e place à l'Est. À la 11e place, les Washington Wizards que je pronostique avec un range de 34 à 38 victoires pour ma part. Pourquoi autant? Bon, déjà parce que tu as Bradley Beal qui peut finir meilleur scoreur cette saison, il est clairement dans les candidats. Puis tu as une équipe très intrigante, avec beaucoup de mecs très revanchards. Kyle Kuzma, Caldwell Pope, t'as Davis Bertans qui est toujours là, t'as Deni Avdija qui doit revenir de blessure, qui a fait un excellent début de saison la saison dernière, que j'attends beaucoup personnellement aussi. Non, vraiment, il y a un truc. Par contre, le risque, et j'ai oublié d'en parler avec Toronto, ça fait partie de ce genre d'équipe qui, à la trade deadline, peut tout faire péter. C'est pour ça que Toronto, j'ai oublié de le dire, je ne les vois pas plus haut parce que c'est pas impossible qu'ils fassent tout péter et que Van Vliet et Siakam se retrouvent dans des trades, et qu'à la trade deadline, disons non Nick, on va tout péter, on va reconstruire et du coup, on va tout miser sur les jeunes et du coup, on va bazarder la fin de saison. Je pense qu'avec Washington, ça peut arriver aussi. Bradley Beal, ça fait 2 à 3 ans qu'il est toujours dans des rumeurs de transfert, mais lui ne bouge jamais. Pourquoi pas cette année? Alors évidemment, peut-être il va toujours pas bouger, mais c'est assez intriguant. Ça va gagner des matchs, il y a quand même des joueurs offensifs très bons. Maintenant, je pense que ça va être assez short, comme j'ai dit un peu pour Toronto, pour aller plus haut. Ça va titiller, mais ça ira jamais plus haut. Et Bradley Beal, All-Star évidemment, pour moi, est peut-être même meilleur marqueur de la saison, qui sait. On attaque la partie play-in, c'est-à-dire à partir de la 10e jusqu'à la 7e place, les équipes qui vont pour moi se qualifier pour le play-in tournament, qui est maintenu une fois de plus cette année. À la 10e place, les Charlotte Hornets avec un range de 36 à 40 victoires pour ma part. Que dire, très bon recrutement cet été, tu récupères Kelly Oubre Jr. que tu mets en place à côté de mecs comme Bridges, LaMelo Ball, Gordon Hayward, etc. Tu récupères aussi James Bouknight qui est un très bon talent de NCAA qui du coup va apporter encore un peu plus de talent sur les lignes arrière. Toujours un petit problème au poste de pivot, à voir avec le jeune qu'ils ont drafté, Vernon Carey Jr. il me semble, qui s'appelle, désolé si j'ai écorché son nom, si toi tu me corrigeras dans les commentaires évidemment. C'est peut-être la question au poste de pivot, mais je pense que ça va être comme l'année dernière, basket champagne, des alley-oops, de la créativité. C'est toujours cette espèce de connexion Ball Bridges sur les alley-oops. Enfin, vraiment, c'est une équipe extrêmement excitante, une des équipes que j'aime beaucoup suivre la saison prochaine, je pense. Du coup, ça, pour moi, ça va aller au play-in. Il y a trop d'éléments qui me donnent trop envie de kiffer. Plus qu'en tout cas que Washington, même si Washington, le talent de Bradley Beal peut te faire gagner beaucoup de matchs. Je pense que là, tu as quand même un collectif et une identité de jeu avec une espèce de jeu rapide, transition, etc. qui peut être super intéressant et super efficace dans cette NBA moderne. Et puis, on est sur la saison 2 de LaMelo Ball qui a été un peu blessé, qui n'a pas fait une saison complète la saison dernière. S'il fait toute la saison, ça peut déclencher et décanter. Il est dans beaucoup de choses. C'est pour ça que je les vois en plein tournament pour moi cette saison. 9e à l'Est, les Indiana Pacers avec un range de victoire de 39 à 43 wins pour cette saison. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais fait sur le transfert de James Harden quand il est parti au Nets, où les Pacers étaient impliqués dedans, ils avaient récupéré Caris LeVert et j'avais dit que cette équipe pouvait être THE team pour la gratter
de la NBA, ou du moins de la conférence Est, avec cette espèce de 5, Miles Turner, Malcolm Brogdon, TJ Warren, Caris LeVert et de Domantas Sabonis, plus quelques joueurs qui sortent du banc comme Jeremy Lamb ou TJ McConnell par exemple. Je me dis, il y a grave la place pour viser plus haut, mais petit souci, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont renforcées à l'Est. La conférence Est, je vous jure, autant il y a une époque, la saison dernière ou la saison d'avant, c'était un peu plus simple, je trouve, de pronostiquer. Cette année, la conférence Est, c'est un peu plus la jungle, malgré tout. Peut-être pas toujours au niveau de la conférence Ouest, mais c'est plus compliqué. Et Indiana, c'est typiquement, je pense, l'équipe qui va me faire le plus mentir sur mon tableau, parce qu'ils ont typiquement la gueule à se retrouver 4, 5 ou entre 3 et 6e. Après, moi, j'ai mis que 9e, malheureusement. Bon, avec un range de 39-43, donc tu peux te retrouver 9e avec 43. Alors, j'ai pas fait tous les calculs, mais peut-être ça peut arriver en tout cas. Je pense quand même que Indiana va faire chier. Pour les playoffs, on verra plus tard. Mais ça va aller au play-in pour moi, c'est sûr. Ou, si tout se passe mieux, se qualifier au playoff. Ils ont vraiment un trop bel effectif pour que ça tourne pas bien. Et puis Malcolm Brogdon, c'est un métronome régulier as fuck. Et M. Domantas Sabonis, c'est le sang tout simplement. 8e à l'Est avec un range de 40 à 44 victoires pour moi. Les Chicago Bulls, clairement peut-être l'équipe qui me hype le plus. J'ai l'impression de dire ça à toutes les équipes. Mais vraiment, Chicago sur le marché des transferts a été très bon, je trouve très judicieux. D'autant plus qu'à la trade deadline précédente, ils ont récupéré Nikola Vucevic, qui est un pivot All-Star, qui a été franchise player à Orlando. Donc on a un pivot déjà, le poste de pivot est sécurisé. Et en plus de ça, tu récupères Lonzo Ball, tu as Patrick Williams déjà en place, tu as Alex Caruso, tu as DeMar DeRozan que tu as récupéré aussi, et tu as déjà Zach LaVine en place. Tu as une espèce de 5, Ball, DeRozan, LaVine, Patrick Williams et Nikola Vucevic. Franchement, c'est super intéressant. En plus, tu as Caruso en sortie de banc, Derrick Jones Jr. ou encore Kobe White. C'est un peu tes 3 gars principaux qui vont sortir du banc. C'est un peu just pour moi au niveau du banc. Par contre, le 5 majeur, il est excitant de fou. Lonzo Ball, je l'ai dit, il est dans mes joueurs à suivre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais été à la suivre, je ne sais plus où c'est. C'est un des 10 joueurs que je vais suivre le plus cette saison parce qu'en défense, il va apporter énormément à cette équipe. C'est un très bon gestionnaire. C'est pas le genre de gars qui va gagner 1000 ans la balle pour pas la donner aux copains. Si Vucevic joue bien le pick and roll, il va lui donner. Si joue bien le pick and pop, il va lui donner. Si DeMar DeRozan a la place à mi-distance, il va lui donner. Il va mettre tout le monde dans les bonnes dispositions et quand il faudra prendre ses tirs, il les prendra. Je galère un peu. D'autant plus que c'est pas le pire joueur au tir à NBA. Il peut très bien apporter à 3 points. Donc, je pense qu'ils vont réussir un truc. Bon, évidemment, la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à mettre tout ça en place et créer une identité? Est-ce que le fait d'avoir un banc un peu short, du moins en saison régulière, est-ce que ça va pas être compliqué pour eux? Mais franchement, ils m'ont hypé de fou, je vais pas mytho. C'est une des équipes qui a réussi la meilleure intersaison selon moi. Pas la meilleure certes, mais une des meilleures, ça c'est sûr. Donc je les vois 8e et du coup ils vont jouer le play-in parce que les 8 et 7e devront le faire pour se qualifier en play-off. En 7e, nos amis des Boston Celtics avec un range de 42 à 46 victoires. Je les mets 7e, très compliqué pour moi de les mettre plus haut, mais ils peuvent très clairement avec ce range-là jouer jusqu'au top 4 selon moi. C'était très dur, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est très compliqué la conférence Est vraiment pronostiquée. Et je pense que tout au long de la saison, tu as quand même des joueurs qu'il va falloir peut-être à des moments. Il y a un changement aussi de coach. On va commencer par ça. Il y a un changement de coach. Brad Stevens, c'est plus le coach. Il est maintenant GM de l'équipe. Tu as un nouveau coach qui est en place. À voir comment ça va prendre, à voir comment la grève va prendre, à voir comment ils vont s'organiser en termes d'option numéro 1, numéro 2, etc. Tu as un noyau dur de joueurs qui est toujours présent. Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, Robert Williams. Tu as quand même déjà ces joueurs en place. Tu récupères Dennis Schroeder, il n'y a plus Kemba Walker, tu récupères Dennis Schroeder à la main. Tu as récupéré Al Horford aussi, qui est un vieux de la vieille, un ancien de la maison qui sait comment ça se passe, qui sait comment gagner des matchs et aller en playoff. Qui va aussi apporter tout son mentorat, son leadership à l'équipe. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à cette équipe qui manquait vraiment d'un daron qui met des claques dans la bouche. Et je pense que ça va être lui. J'attends une énorme saison de Jason Tatum, mais vraiment avec la conférence Est qui s'est renforcée, c'est un peu dur de les mettre plus haut. Bon, après, si vous regardez les ranges des autres équipes, ça se joue entre 1 et 3 victoires à chaque fois. Donc bon, c'est évidemment très serré. Mais pour moi, 7e et qui vont jouer le play-in pour moi, les Boston Celtics. On a fini la partie play-in, on va attaquer avec les 6 équipes directement qualifiées pour ces playoffs. Et en 6e position, les New York Knicks avec un range de 43 à 47 victoires selon moi. New York était une des darlings de la saison dernière qui malheureusement s'est fait sortir par les Hawks de Trae Young. Une série incroyable, mais
On peut pas dire qu'ils se sont reposés sur leur laurier, ni sur leurs acquis. Tom Thibodeau a mis une énorme identité dans cette équipe. Et en plus de ça, ils ont réalisé une très bonne intersaison aussi. Ils récupèrent Evan Fournier. Ils ont toujours les mêmes gars en place, en la personne de Derrick Rose, R.J. Barrett, Julius Randle, Mitchell Robinson qui devrait enfin jouer un peu plus parce qu'il revient de blessure aussi. Et tu récupères Kemba Walker qui, malgré tout ce qu'on en pense, ses blessures au genou, c'est quoi, qu'il a fait un buyout? Ouais, il a lâché quelques millions en cours de route. C'était un peu compliqué cet été pour lui parce qu'il a un buyout à OKC parce qu'il a été trade là-bas. Mais du coup, tu vas avoir Kemba Walker qui est, je crois, un gars de New York, si je dis pas de bêtises, à vérifier, vous me direz dans les commentaires, mais il me semble que oui. Titulaire, avec un Derrick Rose derrière, un Emmanuel Quickley, etc. Toujours cette même identité, mais tu peux avoir en Kemba Walker un mec qui va t'apporter forcément du plus à la main, qui va te mettre des points, qui va toujours un peu distribuer le jeu, etc. T'as Julius Randle qui est toujours là, le groupe vit bien, on le sait. Il faut qu'ils progressent encore ensemble, il faut qu'ils grandissent. T'as toujours la patte Thibodeau qui va toujours faire du bien en défense dans cette équipe. Puis à voir comment vont évoluer certains jeunes comme Obi Toppin par exemple. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Apparemment, de ce que m'avait dit Titouan, tu récupères Miles McBride qui est un très bon talent, un très bon prospect en provenance de NCAA. À voir aussi comment il s'intègre dans l'équipe. Non, vraiment, New York, pareil, c'est des équipes qui font kiffer par rapport à la saison dernière. Donc, je les mets 6e, directement qualifiés en playoff selon moi. On a parlé des Knicks, parlons des Hawks, que je classe 5e dans cette conférence Est, avec un range de 44 à 48 victoires. Les Hawks, qui, comme je l'ai dit, ont tapé et les Knicks et les Sixers. Faites entrer l'accusé spécial Sixers, il est par ici. Dans les playoffs précédents, Trae qui a fait une énorme fin de saison, une énorme post-saison, des énormes playoffs. Un kiff absolu. On prend quasiment les mêmes et on recommence. T'as Nate McMillan qui a pris l'équipe en cours de route et qui a fait gagner l'équipe et beaucoup mieux joué l'équipe. Du coup, là, il aura l'été, un training camp supplémentaire pour continuer à mettre des choses en place. Il y a beaucoup de joueurs, il va falloir cutter parce qu'ils ont pris beaucoup de joueurs pour le training camp qui arrive. Il y a Jalil Okafor, ils ont récupéré Chelsea, Timothée Luwawu, qui j'espère va rester, qui va jouer. Il y a de grandes chances qu'il y soit. Tu as toujours Lou Williams, tu as toujours Clint Capella, Bogdanovic, Gallinari, etc. En espérant que les blessures épargnent tout le monde. J'ai un peu du mal j'hésite à les mettre 4e, très sincèrement, avec l'avantage du terrain, mais j'ai un peu du mal parce qu'il y a une équipe, je vais en parler du coup en 4e, qui a fait une très bonne intersaison et qui ont un truc qui font, pour moi, qui vont être un peu au-dessus. Mais vraiment, 5e, en playoff évidemment, les Hawks sont trop kiffés, j'attends encore une énorme saison de sa part, masterclass encore. Donc voilà, pour moi les Hawks, ça sera 5e cette saison. Et du coup, la fameuse équipe que j'ai mis 4e, entre guillemets, en ballottage avec Atlanta, c'est le Heat de Miami, avec un range de 45 à 49 victoires selon moi cette saison. Très bonne intersaison. Tu récupères Kyle Lowry, tu as toujours tes gars sûrs en place, la personne de Jimmy Butler, Tyler Hero, il a été prolongé, merde, comment il s'appelle, Duncan Robinson, voilà, Bam Adebayo, j'en passe. T'as toujours cette même équipe qui est solide. T'as Eric Spoelstra à la baguette, on sait que Spoelstra, il est trop chaud, ouais, on va pas se mentir, c'est top 5 coach NBA, voire top 3, ça peut se discuter évidemment. T'as Bam Adebayo qui prend plus en plus de place dans cette équipe, Jimmy Butler qui peut faire beaucoup de choses en saison régulière, même s'il n'est pas à 100%, il met pas des 25-26 points par saison, il reste aux alentours plutôt des 20-21. Mais avec Kyle Lowry qui va apporter évidemment du leadership, du mentorat, de l'expérience, il sait comment gagner un titre. C'est le genre de gars qui va te faire gagner des matchs en provoquant des passages en force, en allant provoquer des fautes, en mettant des 3 points, etc. Bon environnement évidemment avec Miami, avec Eric Spoelstra, pas trailé, etc. Plus aussi d'excellents moves avec des soldats comme par exemple PJ Tucker, évidemment Udonis Haslem, l'éternel toujours là même si on sait qu'il va pas jouer. Interrogation cependant sur Victor Oladipo qui est toujours sous contrat à Miami, à voir comment il va revenir de sa blessure. Mais pareil, si Victor Oladipo ça revient bien, peut-être ça reviendra, je sais, j'ai pas la date de retour, mais à mon avis si ça revient, ça va prendre un peu de temps, selon moi. Mais ça reviendra, et si ça revient très bon playoff, putain, t'as encore un gars supplémentaire en plus qui peut faire du bien, soit en sortie de banc, soit titulaire, à voir peut-être Jimmy Butler, etc. Enfin, je vais peut-être un peu petit, mais peut-être tu peux jouer en 2 avec à côté Jimmy Butler et Kyle Lowry, à voir. Mais vraiment, effectif trop intéressant, bonne recrue. Cette interrogation Oladipo, peut-être pour ça que je ne les mets pas un peu plus haut, parce que si Oladipo revient à 100%, évidemment que c'est costaud. Hein. Mais bon, 4e, avantage du terrain à l'Est, let's go. Hein. On rentre dans le top 3 avec une équipe que j'ai un peu dézinguée cet été et que je continue à dézinguer en ce moment sur Twitter. Nos amis, et pourtant j'aime bien cette franchise, des Philadelphia 76ers. Mon prono, un range de 47 à 51 victoires. Alors, quand j'ai commencé à écrire et au moment où je tourne cette vidéo, Ben Simmons est toujours sous contrat. Compliqué, j'en ai parlé dans mes 10 jours à suivre, je vous invite à regarder. Il est toujours sous contrat chez les Sixers. Il a dit qu'il participerait pas au camp d'entraînement.
Il y a des rumeurs qui vont dans tous les sens sur le trade, des rumeurs surtout à Portland, à Minnesota avec l'histoire qui s'est passée, qu'ils ont viré leur GM Gerson Rosas. On en parlera dans la vidéo sur la conférence Ouest, c'est sûr. Assez compliqué. Mais je pars du principe où il va jouer, c'est comme ça que j'ai fait mon classement. Et bon, franchement, je vais pas retourner une vidéo comme on fait Trash Talk sur Minnesota. Donc je vais les mettre troisième parce que, on va dire, si on part du principe qu'ils partent du côté de Portland, ils peuvent récupérer éventuellement CJ McCollum. À voir qu'ils vont mettre à la main parce que du coup tu vas perdre ce gars-là. Tu as Therese Maxey. De toute façon, tu as une équipe qui est cohérente avec des très bons joueurs. Tu as toujours Tobias Harris, tu as toujours Joel Embiid qui là a l'air d'être libre de ses pépins physiques, etc. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer cette saison encore. Tu as récupéré André Drummond pour suppléer Joel Embiid au moment où il a des petits bobos et ou qui doit se reposer. Dans un petit rôle, André Drummond, bon certes, il a plein de défauts, mais bon, je pense que dans un plus petit rôle, dans une moindre mesure, il pourra venir, prendre des rebonds. Il faut vraiment qu'il se mette vraiment à défendre plus sérieusement parce qu'il fait vraiment un très bon... je pense qu'il peut vraiment dissuader en défense. Alors, ça va pas Rudy Gobert ou Dwight Howard à son prime, il est là. Mais je pense qu'il va rendre des services. Doc Rivers, c'est un bon coach de saison régulière. De saison régulière seulement. Non, je rigole. Bref, mais c'est un bon coach de saison régulière, ça c'est sûr. Pour les playoffs, c'est notre histoire, évidemment. Mais ils ont quand même ce truc, cette expérience, toujours les mecs en place, comme j'ai dit, cette Curry, Danny Green, etc. Bonne équipe qui défend dans la globalité. Ils ont réussi à trouver plus d'équilibre entre axer le jeu à l'intérieur avec Joel Embiid notamment, qui c'est un des meilleurs pivots, si ce n'est peut-être le... Non, c'est pas le meilleur pivot de la NBA, parce qu'il y a MVP quand même de l'autre côté. Mais c'est un des meilleurs, ça c'est sûr. Et ils avaient trouvé une bonne alternance. Les pépés en playoff avec Ben Simmons, notamment sur le fait qu'il n'ait pas le ballon dans le quatrième quart-temps, qu'il se planque, qu'il ne shoot pas et que quand il shoot, il rate ses tirs, soit lancer franc en 3 points, etc. C'est très problématique. Donc moi, je les ai mis là. C'est évident que si Ben Simmons part, compliqué de se projeter pour l'instant parce que s'il part, ok, mais contre qui, contre quoi? Parce que si tu récupères un Mars et 4 tours de draft, ça va être très compliqué. Bon, évidemment, ça n'arrivera pas parce que le contrat, évidemment, il va falloir dumper sinon. Il va pas partir Ben Simmons contre Kevin Love, tu vois. Donc ça risque d'être assez compliqué. Je sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, je vais considérer que Ben Simmons va prendre un peu le temps dans la bouche. Peut-être ne fera pas le training camp, quitte à être suspendu un petit moment par son équipe et quitte à revenir peut-être plus tard, quitte en janvier à revenir. À voir ce que ça va donner. Peut-être l'éclosion de Therese Maxey qui a montré de très bonnes choses quand il avait la ballon, quand il était titu ou quand il a joué. On se souvient de ce match où il y avait tout le monde qui avait le Covid et lui il a joué, il a niqué tout le monde en TTFL. Spoiler, vous l'avez pas. Charlotte TTF Lab. Donc du coup, pour l'instant je les mets là. Philadelphie, bonne équipe de saison régulière. J'avais vraiment beaucoup de confiance les saisons précédentes pour qu'ils aillent très loin selon moi. C'est-à-dire finale de conf. Moins cette saison, mais ça c'est un autre débat. En tout cas pour l'instant je les mets top 3, mais ça se joue à pas grand chose avec les équipes derrière, notamment Miami et Atlanta. Donc ça peut finir aussi 5e. Mais pour l'instant ils sont 3e selon moi avec le range que j'ai donné. Numéro 2, champion en titre. Évidemment, les Milwaukee Bucks avec un range de 49 à 53 victoires pour moi cette saison. J'ai eu du mal à les mettre premiers. Vous devinez qui est l'équipe numéro 1, mais on va en parler juste après. Évidemment, tout le monde est en place. Tu es champion NBA, Giannis dans son prime, MVP des finales, il peut encore peut-être faire MVP de saison, peut-être Deep-Boy, tout ça. La route est tracée, ils ont, battu leurs démons. Alors, tu as eu un peu de... Alors, attention, le titre n'est pas volé. C'est la vie, tu as eu des blessures, etc. en phase, des dysfonctionnements, etc. Ça arrive. Mais voilà quoi, c'est une équipe, c'est un rouleau compresseur de la conférence Est qui a l'habitude de faire des saisons canon, toujours top 3. Ça a été premier avec Budenholzer. Donc j'ai du mal à les mettre plus bas. Premier, je vais expliquer pourquoi je ne les mets pas premier, parce qu'il y a aussi des moments où il va falloir faire tourner dans la saison régulière, quitte à lâcher quelques matchs et être vraiment au taquet en playoff parce que tu as un titre à défendre. Et ça c'est super important de se reposer en saison régulière. Sans lâcher des matchs évidemment, mais avoir tous tes éléments forts en forme quand tu vas attaquer les playoffs. Quasiment la même équipe, très peu de mouvements à signaler. Rodney Hood, je sais pas s'il arrivait, je sais plus s'il est arrivé à la trade deadline ou dans un transfert avant la fin de saison. Non, il me semble qu'il est arrivé à la trade deadline, enfin là pardon, à l'intersaison. Un bon ajout. Tu perds PJ Tucker qui, ça risque de faire un peu plus mal pour moi en playoff parce que c'est un immense soldat qui peut défendre quasiment du poste 2 au poste 5. Bon, voilà, c'est compliqué. Donc Giannis va devoir prendre peut-être des moments à certains rôles, mais il va falloir trouver quelqu'un. Peut-être, on verra, il y aura peut-être des trades au cours de la saison, parce que PJ Tucker, ils l'ont eu avec un trade, il me semble.
À voir. Mais il va te manquer ce petit quelque chose, je pense, à un moment donné. Ça peut être PJ Tucker, cette espèce de pièce-là qui peut combler les petits trous que tu n'arrives pas à combler en saison régulière. C'est pourquoi je les mets deuxième. Et premier, évidemment, vous l'aurez deviné, les Brooklyn Nets que je pronostique avec un range de 51 à 55 victoires, selon moi. Je me suis pas trop enflammé, j'aurais pu prétendre à peut-être plus de victoires, type 55, 59, j'avais hésité. Je dis on va rester raisonnable, parce qu'évidemment il y a eu beaucoup de blessures l'an dernier, il y a eu des moments où par exemple Kyrie Irving n'est pas là, James Harden, strip club, tout ça, tu vois. Donc c'est assez compliqué des fois à pronostiquer, parce qu'il peut avoir, ils ont eu très peu de matchs la saison dernière, avec les 3 stars sur le parquet. Donc je pense que cette saison, ça va être bien. Ils ont mis des choses en place, ils ont récupéré des bonnes pièces sur les précédents, sur la trade deadline notamment. Tu passes à un orteil de KD d'une finale de conférence contre les Hawks. Compliqué. Premier, je pense, ça va rouler sur la conférence Est. Rouler est un bien grand mot parce que j'ai pas mis beaucoup d'écart entre eux et Milwaukee par exemple. Mais quand pour moi il y a Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden sur le parquet, ça peut que bien se passer, quoi, tu vois. La Marcus Aldridge, apparemment, le feu vert, et devrait peut-être retourner, je sais pas si ça a été officialisé ou pas, du côté de Brooklyn. Blake Griffin est toujours là. Bruce Brown, Nicolas Claxton, Joe Harris évidemment, mais surtout l'arrivée de Patty Mills et de Paul Millsap. Tu récupères un très bon backup sur le poste 1 qui sort d'une excellente campagne FIBA Jeux Olympiques. De toute façon, je sais que l'Australie, Patty Mills, c'est Jésus, tu vois, tout simplement, il est trop chaud, donc voilà. C'est un énorme apport, évidemment, en sortie de banc, après d'énormes services rendus, une énorme carrière du côté de... Non, passage, parce que la carrière n'est pas finie, mais bon, vous avez compris. Une énorme carrière du côté de San Antonio. Tu récupères Paul Millsap, qui est aussi un très bon vétéran, un mec qui sait quoi faire, qui prend des rebonds, qui met la balle dans le panier, qui va jouer poste 4, relais peut-être de Kevin Durant. À voir s'ils font pas un small ball, qu'ils le mettent pas pivot, parce que DeAndre Jordan est parti, du coup ton poste pivot, est-ce que tu le fais jouer Claxton titu toute la saison? Est-ce que Paul Millsap devient ton pivot titu, si tu le décales? À voir, mais tu as une équipe complète avec des snipers, 3 ball handlers, un dynamiteur en sortie de banc, un mec qui a de l'expérience derrière. Franchement, Brooklyn pour moi, si ça fait pas finale de conf cette saison, c'est vraiment extrêmement compliqué. Évidemment, si on part du principe que tout le monde est en forme. Donc on verra si les blessures vont les épargner, mais voilà comment je vois cette conférence Est pour moi cette saison. Avec évidemment Brooklyn en numéro 1 avec le range que je vous ai donné. Voilà, je sais que le pronostic c'est toujours compliqué à faire, franchement j'ai galéré. Même en tournant la vidéo, je me dis putain, j'ai peut-être pas mis eux trop haut, eux trop bas, donc à voir, mais on va rester comme ça pour le moment. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Comme j'ai dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. On peut en discuter tranquillement sur Twitter, je suis toujours dispo, vous pouvez m'invectiver, mais avec respect, dans le calme. Évidemment, si vous voulez trash talk, il n'y a pas de problème, on trash talkera tranquille aussi. Mais voilà, c'est toujours compliqué à faire. Donc évidemment, il y a une autre série de previews qui est en cours, donc on verra ce qu'eux mettront, on verra si on est loin ou pas loin. Il y en a qui voient certaines équipes plus haut, d'autres plus bas. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Évidemment, moi j'ai pris un range large parce que 4 victoires c'est énorme. Mais je ne voulais pas donner un range de 1 ou 2 victoires. J'ai dit bon, on va prendre large, c'est sûr c'est un peu plus facile, mais bon. On verra par la suite. Voilà le classement tel qu'il est. Je ne sais pas si je le mettrai là ou là pour l'instant encore. En attendant, voilà mon classement pour la conférence Est. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre classement en commentaire, à vous abonner aux différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. La chaîne Twitch est toujours disponible. Semi-spoiler, il y aura un live Twitch quasi sûr, au moins une fois par mois. Pour la suite, on verra, on en parlera plus longtemps. Plus de game time pour cette saison, ça c'est sûr. Il y en a 2 qui sont en cours de prod, de montage, etc. Ils arriveront et les game time, ça reviendra pour cet été. Les portraits, toujours pareil, ça arrivera. Mais restez à l'affût, on revient pour une deuxième vidéo sur ces previews, mais cette fois-ci, on va de l'autre côté, sur la conférence Ouest.